À la croisée de la voie rhodanienne et d'une piste remontant à la nuit des temps, a vu le jour la bourgade celtique d'Ugernum, qui devient, à l'époque gallo-romaine, un passage obligé sur la Via Domitia, route stratégique reliant l'Espagne à l'Italie. Rattachée au comté de Toulouse, la ville se transforme au Moyen-Âge pour devenir Beaucaire, Beau Rocher ou Belle Pierre. À la fin du XVe siècle, le rattachement de la Provence à la couronne raffermit l'axe Marseille-Lyon, sur lequel se trouve Beaucaire. La ville perdra alors sa fonction militaire, mais gagnera presque aussitôt une fonction commerciale hors du commun, avec le développement du plus grand marché de l'histoire, la foire de la Sainte-Madeleine, fondée en 1464 grâce aux largesses royales et à l'habileté des consuls beaucairois. Un siècle plus tard, le grand marché semble avoir définitivement conquis ses lettres de noblesse. On y vient de toutes les provinces pour y découvrir avec émerveillement un amoncellement de produits singuliers aux abords de la ville ainsi que dans les rues. Beaucaire, creuset du grand commerce où se fondent alors trafic fluvial et maritime ainsi que portage terrestre, étonnant carrefour de l'Orient et de l'Occident, du Midi et du Septentrion. À la fin du grand siècle, l'intendant du Languedoc présente déjà la foire de la Madeleine comme la plus grande et la plus renommée du royaume. Le grand marché s'ouvre le 21 juillet au soir, veille de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, patronne de la ville, par une criée solennelle suivant un immuable rituel au son des cuivres et des tambours. 3 jours fériés et parfois un dimanche s'ajoutent aux 3 jours francs, c'est-à-dire libres de toute taxe ou imposition. Dans le principe, marchandises comme individus bénéficient de l'immunité pendant toute la durée du grand rassemblement. Sur le fleuve, les embarcations amarrées les unes aux autres se distinguent depuis la rive grâce aux enseignes fixées au sommet de leurs mâts. Barques, coches d'eau, radeaux ou trains de bois descendus du Lyonnais ou du Dauphiné sont retenus en amont de l'étonnant pont de bateau dont le tracé en baïonnette rappelle une vieille querelle survenue entre Beaucaire et Tarascon. Les bâtiments de mer, barques françaises originaires de Marseille et des ports du golfe du Lion, et pavillons étrangers venus de Gênes et de Barcelone, peuvent accéder au quai du port qui s'ouvre sur une grande prairie, sous les murailles du château médiéval. Ici se tiendront les galiotes génoises aux couleurs vives, là les pinques catalanes portant voile latine, là enfin, plus en aval, les tartanes et autres allèges provençales. Le Rhône disparaît bientôt sous une forêt de mâts et de voiles qui ondulent au gré du vent et du courant. Il est de tradition d'attribuer un prix aux bâtiments de mer arrivés le premier à bon port sans le moindre remorquage. Mais la remonte du fleuve est riche d'émotions. Seuls les vieux bateliers ou mariniers du Rhône, authentiques seigneurs du fleuve, peuvent affronter le souffle du Mistral ou déjouer les embûches des basses eaux découvrant subitement un banc de sable. Le plus souvent, on doit recourir à l'assistance d'attelages de chevaux qui s'échinent à râler, depuis la rive, des trains entiers de bâtiments de mer, sombrant à demi sous le poids de leurs précieuses cargaisons. Au-delà de la grève, en amont du port, s'étend une immense prairie. C'est le pré ou champ de foire. C'est là que l'on dresse un village éphémère tout de planches et de toiles. Quelques dizaines de boutiques de fortune s'alignent le long de 2 allées. Les emplacements sont retenus plusieurs mois à l'avance, parfois même d'une année sur l'autre. À même les quais, du côté des barques catalanes, se dressent des pyramides de barils, de sardines ou de thon mariné. C'est le salage. Tout à côté, au débouché du pont, s'entassent pâtes fines, fromages renommés, douces confitures et agrumes. C'est le carré des Génois. Épiceries et drogueries aux senteurs enivrantes leur succèdent. Au-delà, on entrepose les produits lourds ou encombrants. Poteries, métaux, bois de flottage, balles, caisses et couffes sont exposés au soleil, à la pluie et surtout au vent,
et à ce nuage de poussière venu du pied de la colline où sont parqués chevaux, mulets, ânes et moutons. La chaleur assure la fortune des marchands ambulants de boissons rafraîchies et autres cabaretiers. Mais l'excès de boissons soulève des hauts-le-cœur, engendre maintes disputes ou dégénère en rixes. Il est toutefois des échanges moins violents. Sous la toile d'une auberge champêtre, un client empressé s'efforce d'obtenir les faveurs d'une servante. Les filles faciles se comptent par dizaines, au dire des limiers de la maréchaussée venus les pourchasser. Voleurs, tire-laines et filous de tout poil évoluent au milieu d'une foule grouillante. Aussi, un oratoire judicieusement dressé dans l'axe de la Grande Allée permet-il aux commerçants qui le souhaitent de suivre les offices religieux depuis le seuil de leur boutique, tout en couvant des yeux leurs marchandises. Sur la Grève, où fleurissent des campements improvisés, s'activent les débardeurs, tandis que des marchands négocient sous le regard d'un étranger enturbané. Le champ de foire n'est rien moins qu'un immense caravansérail, grand bazar oriental ouvert aux 4 vents, regorgeant de denrées merveilleuses invitant au voyage. Café d'Amérique, sucre des îles, riz du Levant, thé vert de Chine, rhubarbe de Moscovie. Le spectacle est partout, jusqu'au pied du château, où saltimbanques et comédiens nomades s'escriment à retenir l'attention du public du haut de leur tréteau. Une noria de charrettes et de chaises roulantes va du pré à la ville et vice-versa. On imagine le tumulte et les encombrements. Les voyageurs, fourbus, arrivent de fort loin, des États italiens ou ibériques, des cantons de la Suisse, des Pays-Bas, des Allemagnes et parfois même des contrées du Levant. Ceux du Languedoc et des provinces voisines prennent la diligence, à moins de lui préférer cet étonnant char-restaurant, brinque-ballant mais tellement plus amusant. Beaucaire devient alors une plaque tournante redistribuant jusqu'aux confins du continent européen, aux portes même du monde musulman, produits de luxe, tissus brodés, cuirs ouvragés, orfèvrerie, bijouterie, mais aussi matières brutes indispensables aux fabriques, laine et soie notamment. Argent, billets à ordre, lettres de change font aussi de la foire un grand centre bancaire relié à Paris ou Lyon. Chaque jour, on enlève des cargaisons entières. Plus modestement, on peut acquérir, pour quelques sous à peine, un précieux souvenir, une poupée articulée, un éventail, une gravure ou un anneau de verre, fragile bague pour fiancé d'un jour. La ville s'ouvre aussi au commerce. Les marchands cossus viennent chercher dans les rues proches du Rhône un abri plus confortable que les cabanes de misère du champ de foire. Les habitants cèdent volontiers les meilleures pièces de leur domicile en échange de substantiels loyers. Des îlots de maisons, des rues entières sont réservées à quelques produits particuliers. Il y a les rues de la lingerie, de la mercerie, de la tannerie. 2 rues rivales se disputent même la présence des marchands drapiers. Le succès de la foire dépasse les espérances. On ne sait plus où ni comment héberger les dizaines de milliers de marchands, visiteurs ou curieux. Au fil des siècles, Beaucaire a su s'adapter avec bonheur aux exigences du grand marché. L'architecture urbaine, publique ou privée, en demeure toujours l'éclatant témoignage. Tel son remarquable hôtel de ville, joyau classique, construit dans les années 1680 afin de soulever l'admiration des marchands étrangers. Plans et agencements internes soulignent parfaitement la prise en compte par l'architecte Jacques Cubizol des vœux de l'administration municipale chargée de veiller au bon déroulement des échanges. Un demi-siècle plus tard, la petite église romane Notre-Dame des Pommiers, éprouvée par le temps mais surtout trop petite pour avaler la marée des fidèles durant les fêtes de la foire, sera rasée pour permettre l'érection d'une immense collégiale digne de la réputation d'une ville prospère. L'architecte de ce superbe monument religieux, Jean-Baptiste Franck, édifiera aussi une des portes de la ville et quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers couverts de voûtes plates, sa spécialité. Décorés de colonnes superposées, de pilastres cannelés ou de bossages chanfreinés,
les façades bourgeoises et aristocratiques au style conventionnel ou maniéré sacrifient au commerce comme les demeures les plus modestes. À l'aube du XIXe siècle, la ville se défait de sa clôture médiévale. Le creusement du canal de Sète au Rhône, prolongement du canal du Midi, terminé sous l'Empire, va irrémédiablement bouleverser la topographie urbaine, comme la géographie du commerce forain. Il faut aménager les nouveaux quais. Des projets grandioses voient le jour. Leur réalisation conserve l'esprit initial que l'on retrouve sur les belles façades animées d'imposantes arcades, mais le charme est rompu. Les temps ont bien changé. La Madeleine ne connaît plus désormais les riches heures des années de l'Ancien Régime, lorsque son chiffre d'affaires pulvérisait celui des foires de Canguibré, Pézenas ou Bordeaux. Coupée de ses horizons séculaires par la Révolution, elle n'en reste pas moins fidèle à son image de grandeur. C'est d'ailleurs dans une auberge anonyme qu'un jeune militaire, en juillet 1793, annoncera à quelques négociants méridionaux la fin prochaine de la révolte fédéraliste. Scène aussitôt rapportée dans un écrit de circonstance, le souper de Beaucaire, faisant entrer ainsi cet ardent visionnaire dans les pages d'histoire. Il s'agissait du capitaine Bonaparte. Mais le marché beaucairois, privé de sa franchise, victime des guerres de la Révolution et de l'Empire, sombre dans le marasme. La révolution des transports raccourcit les distances, bouleverse les marchés. Le chemin de fer gagne Beaucaire en 1839. 12 ans plus tard, il franchit le Rhône au moyen d'un viaduc qui empêche désormais aux barques de mer de gagner le champ de foire, déjà isolé depuis la construction du pont suspendu dit en fil de fer. Privé de la présence des étrangers, Beaucaire s'assoupit. On ravive parfois les braises, comme en 1929, année d'une surprenante foire-exposition dont on a conservé par hasard quelques images émouvantes. Aujourd'hui, Beaucaire, chargé d'histoire, est devenu ville-musée, inestimable conservatoire du plus grand marché d'autrefois, dont l'âme palpite encore sous l'écorce des pierres.